Bonsoir à tous, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. On va se régaler de nouveau, comme hier. Françoise Combe nous a présenté hier plein de résultats sur les galaxies. Les galaxies, c'est vraiment son sujet de recherche. Elle étudie l'intérieur, la construction des galaxies, tant d'un point de vue observationnel que d'un point de vue théorique. Françoise Combe a fait ses études à l'école normale et a rejoint l'Observatoire de Paris, ce qui est très rare et ce qui démontre sa passion pour l'astronomie. Alors, elle est très, très connue en astronomie. Elle est aussi connue pour défendre le rôle de la femme en sciences. Elle a même obtenu un prix, le prix L'Oréal international. Elle est membre de la classe des sciences, je suis crevée. Pardon, pas de la classe des sciences, mais de l'Académie des sciences de Paris. Elle est également membre de la National Academy of Science, donc l'Académie des sciences américaines. Voilà, je pense que j'ai fait un petit portrait pas aussi performant que ce qu'a fait Jean Leclerc hier, mais au moins je vous ai introduit Françoise Combe pour ceux qui n'étaient pas là hier et je lui laisse la parole. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Alors c'est une découverte, on a découvert ces objets récemment. Vous voyez que je fais un petit dessin ici du nombre de papiers que l'on voit dans la littérature à partir d'une douzaine d'années à peu près. Ça commence à 0, ça va jusqu'à 400 papiers par an. Donc ceux qui ont dans le titre le sursaut radio-rapide. Donc c'est quelque chose qui a pris vraiment de l'ampleur. Donc je vais raconter comment on les a découverts et pourquoi. Je décrirai les propriétés. On a découvert d'abord des sursauts tout seuls, puis ensuite ils vont se répéter. C'est rare, on va voir pourquoi. On a identifié les galaxies qui étaient hôtes de ces objets. Et je vais finir par qu'est-ce qu'on subodore de la théorie d'émission de ces sursauts radiorapides. Pour l'instant, c'est tout en chantier et c'est un domaine nouveau. Donc, pourquoi on ne les a pas découverts plus tôt? On aurait pu se demander pourquoi on ne les a pas découverts plus tôt. En fait, c'est à cause des pulsars. En fait. Ces pulsars, comme vous le savez, ont été découverts en 1967 par Jocelyn Bell Burnell. Elle était partie à Cambridge pour faire sa thèse de doctorat avec Anthony Hewish. Et Anthony Hewish travaillait sur les quasars. On venait de les découvrir en 1964. Les quasars, ce sont des objets quasi-stars, donc ponctuels, qu'il y a au centre de chaque galaxie. Il y a des trous noirs supermassifs. Et lorsque ce trou noir est actif, ça devient un quasar. Donc ce qu'ils avaient en tête, c'est d'avoir une source ponctuelle qui, lorsqu'elle traverse un milieu ionisé, scintille, un peu comme les étoiles scintillent, parce que c'est des ponctuels. Et donc la turbulence de l'atmosphère les fait scintiller. Ici, on avait la turbulence interplanétaire et intergalactique qui aurait pu faire scintiller les quasars parce que ce sont des sources ponctuelles. Donc ils avaient dans l'idée d'observer ces quasars avec un instrument qui était très très grand, à des longueurs d'onde radio, mais métriques, 3-4 mètres de longueur d'onde. Il devait y avoir 4000 dipôles. Vous voyez ce genre de dipôles que vous avez là. Vous voyez Jocelyn Bell qui est en train de préparer les télescopes. Donc aujourd'hui, il y a 4000 dipôles comme ça dans cet instrument qui couvre des hectares. Donc elle a vraiment fait un travail énorme de soudure, de préparation de tous ces dipôles et aussi de réception des signaux. Donc on le voit ici, on n'avait pas de computer, d'ordinateur, etc. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. On avait, un peu comme les séismologues autrefois, et on avait un papier qui se déroulait avec une plume qui écrivait lorsque l'instrument décrit. Et donc c'était ça. Donc voilà un des enregistrements. Et donc il fallait être là assez souvent parce que lorsqu'on veut avoir une résolution temporelle assez rapide, il faut que le rouleau se défile très vite. Donc c'était une grande consommation de rouleaux, de kilomètres. Donc ce qu'elle découvre à un moment donné, c'est des signaux, comme vous le voyez ici, très périodiques, qui faisaient un tiers de seconde. Et elle se demande, tiens, c'est bizarre, normalement on devrait avoir des signaux complètement stochastiques au hasard, la scintillation. Et là, c'était des objets très, très... Donc elle se demande ce que c'est.
peut-être ce sont des signaux de certaines civilisations extraterrestres, qui sait. Elle en parle à son directeur Anthony Hewish, qui ne la croit pas. Non, ça c'est pas vrai, c'est des faux signaux, c'est des artefacts, il doit y avoir des interférences radio, etc. Il ne croit en rien. Pourtant, elle est très persévérante et elle dit non, non, ça doit être vrai, parce qu'en fait, ça revient toujours de la même région du ciel et elle le revoit à des jours différents, etc. Ce n'est pas un signal qui est terrestre, qui va dans toutes les directions. Il y a juste une position et elle en découvre un deuxième pulsar, comme ça. Bon, ça ne s'appelait pas pulsar à l'époque. Donc un signal comme ça, et elle va le parler à Anthony Hewish, qui dit mais non, c'est rien du tout. Vous voyez, en fait, c'est curieux, mais il y avait elle qui croyait et qui a persévéré et a trouvé cet objet. Et puis, comme vous le savez, quelques années plus tard, M. Anthony Hewish a eu un prix Nobel, mais elle n'a pas été associée. Pourtant, c'est bien elle qui a trouvé la chose et qui a même cru en la chose, alors que le directeur de thèse... Donc ça a provoqué un scandale, même chez les Anglais, comme Fred Hoyle, qui avait dit « c'est pas normal », etc. Bien. Alors ça, c'est pour rappeler la découverte de ces pulsars. D'ailleurs, ça a fait un deuxième prix Nobel ici, puisque ces pulsars sont très, très précieux, en fait. Ce sont des étoiles à neutrons, donc des objets compacts. Après la supernovae, l'éclatement d'une étoile massive en fin de vie, elle éclate en supernovae et le résidu, après que l'enveloppe est éclatée, le résidu fait une étoile qui tourne très vite. Elle peut tourner 1000 fois par seconde, donc c'est très rapide et ça envoie des phares. Lorsque vous êtes juste en fonction du phare de cette étoile, vous avez un sursaut, puis d'un coup, à chaque fois qu'elle tourne, vous avez des phares. Et donc cette pulsation est très très périodique et la période, elle ne varie pas à 10-14 près. Donc ça vous permet d'avoir une montre en quelque sorte, une montre pulsar si vous voulez. Donc ici, ils ont découvert un pulsar qui était associé à une étoile binaire. Et donc ce qui se passe, c'est que bon, le pulsar a une période de 59 millisecondes, mais l'orbite de la binaire, c'est un tiers de journée. Ils sont assez proches. Et donc ce qui se passe, c'est que ils vont perdre de l'énergie, ils sont très proches, et ils rayonnent, ils vont perdre de l'énergie, et l'orbite va décliner. C'est-à-dire qu'elle va spiraler, elle va tomber les uns vers les autres, mais en 200 millions d'années. Donc l'orbite, elle varie très peu. C'est grâce au pulsar que la période du pulsar est modulée par l'orbite de la binaire, et ils vont détecter qu'il existe des ondes gravitationnelles. Et ça, c'était une détection bien avant qu'en 2015, on ait détecté vraiment les ondes gravitationnelles, avec LIGO et Virgo. Et donc, ils ont un prix Nobel en 1993. Donc, c'était juste pour faire un peu d'histoire, montrer que les pulsars ont eu beaucoup de succès dès le début. Et alors, comme je le disais ici, peut-être, si je reviens, en même temps, à cette période-là, il y avait Coulomb-Tuquet qui découvrait les transformés de Fourier rapides de l'informatique, de manière à faire la transformée de Fourier d'un signal. Alors ça, c'est ce qu'il fallait pour celui-là. Parce que vous voyez qu'il faut le regarder à l'œil, mais en fait, c'est un des plus forts pulsars. Le signal peut être détecté individuellement. En général, les 200 ou 300 pulsars qu'on connaît dans la Voie lactée, le signal individuel est trop petit. Et donc, il faut sommer tous les signaux de chaque période pour le détecter. Et donc, la transformée de Fourier du signal vous permet d'avoir à cette fréquence-là un pic énorme et de détecter le pulsar. Donc, cette transformée de Fourier rapide a permis ensuite, dans les années, lorsqu'on a eu des computers, en fait, de détecter tous ces pulsars, en fait. Et donc, on a pris l'habitude, en radioastronomie, de faire la transformée de Fourier du signal. Et donc, s'il n'y a rien qui a une période bien fixée, on ne détecte rien. Mais il y a eu, dans l'an 2000, un groupe de chercheurs en Virginie de l'Ouest, aux États-Unis, près de Green Bank, dont Maura Malfloffin, que vous voyez là, qui a eu l'idée de regarder dans les archives, dans les radiotélescopes, on garde des archives, des signaux qui ont été pris les années précédentes. Donc, on regardait dans les archives et ils ont vu qu'il y avait des signaux tout seuls qui n'étaient pas périodiques, qu'on va appeler Rotating Radio Transient, ou RAT. RAT, ça fait... RAT. OK. Et donc, c'est un peu comme des pulsars, mais ce n'est pas périodique. Tout d'un coup, il y a un pulse, puis ensuite, quelques minutes plus tard, un autre, et puis peut-être c'est 1 heure plus tard, un autre. C'est au hasard, c'est pas cohérent. Donc ça, on n'a pas pu le voir avec la transformée de Fourier, on ne le voit pas, il n'y a pas de fréquence bien précise. Donc là, tout d'un coup, on a découvert des RAT. Bon. Et à chaque fois, le signal fait quelques millisecondes. C'est très rapide. Et puis ensuite, c'est espacé, minute ou heure.
Alors évidemment, pour savoir si ce n'est pas des interférences, parce qu'en radioastronomie, on a beaucoup d'interférences qui sont dues à l'homme. On peut avoir des smartphones, on peut avoir des fours micro-ondes, on peut avoir des aéroports, puis des télécoms. Aujourd'hui, on a SpaceX avec 1000 satellites. Tout ça fait des interférences. Donc, ce qu'ils avaient prévu à Parkes, c'est à 64 mètres en Australie. C'est au lieu d'avoir un seul faisceau, vous avez un lobe primaire de la taille de 64 mètres. Vous avez une tâche de diffraction qui fait un certain lobe. Vous regardez dans cette direction, il n'y a qu'un seul lobe. Ils ont eu l'idée de faire plusieurs lobes, vous voyez, plusieurs détecteurs. Donc, vous avez plusieurs points de détection dans le plan focal. Donc, si il y a une interférence, elle a lieu dans tous les lobes. Et donc, vous pouvez soustraire ça et savoir, normalement, s'il y a un signal du ciel, il ne viendra que dans un seul lobe, une seule position. Donc, ça va servir dans la suite, on va voir. Et puis, il y a aussi un point qui est très intéressant. À chaque fois que vous détectez un signal en radioastronomie, vous avez une dispersion du signal. Alors, qu'est-ce que c'est? Normalement, chaque signal, chaque pulse a un certain domaine de fréquence. Ce n'est pas une fréquence unique, il y a un petit delta de fréquence. Et on sait que la lumière, enfin ici en radio, c'est de la lumière aussi, hein, ce sont des ondes lumineuses. Toute l'onde lumineuse, dans le vide, ça se déplace à la vitesse de la lumière, par définition, c. Mais lorsque vous n'êtes pas complètement dans le vide, hein, dans l'univers, vous avez, même d'une galaxie à l'autre, vous avez un milieu qui est très dilué, quelques particules par centimètre cube, mais qui est ionisé, et vous avez des électrons. Ces électrons diffusent les photons, et donc vous avez un milieu diffuseur, un petit peu comme sur Terre, vous avez des indices de réfraction. Si la lumière se déplace dans l'eau, elle a une réfraction différente, c'est-à-dire qu'elle a une vitesse de la lumière est différente dans l'eau qu'ailleurs, etc. Donc là, dans l'espace interstellaire, la vitesse de la lumière n'est pas exactement égale à c, mais une autre vitesse un peu différente, moindre que c, à cause les électrons. Alors, la différence entre c et la vraie vitesse, elle dépend de lambda au carré, la longueur d'onde au carré. Donc, en optique, si vous voulez, vous ne voyez pas cet effet. La longueur d'onde, c'est 0,5 microns. Mais là, on a une longueur d'onde du mètre, donc lambda au carré joue beaucoup. Et donc, on voit cette dispersion. Alors ici, ce que vous voyez là, c'est en temps d'arrivée des signaux et la fréquence du signal. Donc vous avez un petit delta, vous avez plusieurs pulses, le premier pulse, le deuxième pulse, hein, vous avez un pulsar qui fait plusieurs pulses. Alors vous voyez que le temps d'arrivée à cette fréquence-là, c'est 0, mettons, le temps de départ. Puis après, lorsque vous allez à plus basse fréquence, il arrive plus tard, parce que la vitesse de la lumière est plus faible à plus basse fréquence, à plus grande lambda. Okay, donc vous avez ce qu'on appelle une dispersion. Donc les signaux arrivent plus tard, la partie du signal à plus basse fréquence arrive plus tard. Alors cette mesure de dispersion, qu'on appelle DM, dispersion majeure ou mesure de dispersion, c'est proportionnel à NE, la densité volumique d'électrons qui est sur la ligne de visée, et évidemment la longueur qui nous sépare entre la source et l'observateur. Donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que NE, on le connaît à peu près, en moyenne, quelques particules par centimètre cube. Enfin, ça dépend des directions, mais on le connaît. Et donc ça va vous donner, de calculer le temps de retard en fonction de la fréquence, va vous donner la distance de la source. C'est une façon de savoir où est la source, en quelque sorte. Donc on a un moyen d'avoir la distance. Alors, ces RAT, justement, où est-ce qu'ils sont situés? Eh bien, on s'est servi de cet retard de fréquence. Hein, les ondes en bleu, ici, arrivent plus vite, puis en jaune, moins vite, et puis en rouge, elles ont du retard. Donc on a cette mesure de dispersion qui va nous donner une distance. Alors 150 dans ces unités-là, ça veut dire que c'est dans la galaxie. Donc tous les RAT qu'on a trouvés, là, c'était dans la galaxie, assez proche, comme les pulsars. Donc en fait, ce sont des pulsars, les RAT, mais ils ne sont pas périodiques, ils n'ont pas une période bien définie. Donc bon, ça, c'est un petit peu réglé en quelque sorte. On ne peut pas faire de FFT, mais ils sont quand même un peu plus... Le signal est quand même un peu plus fort, sinon on ne le détecterait pas de façon unique. Alors maintenant, si on le met dans ce diagramme-là, vous voyez la période, la différence en fonction du temps, c'est-à-dire que la période va varier un tout petit peu, j'ai dit qu'elle était presque constante, mais à 10-14 près, par exemple. Ici, vous avez dp sur dt. Alors cette grandeur-là est sans dimension, puisque p, c'est le temps, pour dimension le temps, et t, le temps aussi. Donc vous voyez que vous avez 10-10, 10-14, 10-16, c'est le degré de variation de la période. Elle est très stable, mais quand même,
elle varie de 10-14. Il faut attendre des années pour que ça puisse être... Mais on peut le détecter. Et la période. Les pulsars sont tous ici. Et puis, ce que vous voyez comme courbe ici, ce sont le champ magnétique. Alors, le champ magnétique pour une étoile pulsar, c'est 10 puissance 12 Gauss. Ça veut dire que c'est énormément magnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu concentration en un objet très compact, il tourne très vite, et la concentration du champ aussi, le flux est conservé. Il a été énormément concentré. Donc, pour donner une ordre de grandeur, sur Terre, vous avez de l'ordre du Gauss, du champ magnétique. Ici, vous avez 10 puissance 12 Gauss, et puis vous avez ce qu'on appelle magnétar, donc très magnétique, 10 puissance 14 Gauss, donc 100 fois plus que les pulsars. Et ça, ça vous donne une période qui varie plus vite. Vous voyez, la dérivée de la période varie plus vite. Pourquoi? Parce que le champ magnétique fait rayonner beaucoup plus les électrons et perdre beaucoup plus d'énergie. Donc la période s'allonge, l'énergie est perdue. Donc là, on a ces magnétars, ça va être très intéressant dans le futur parce que c'est là qu'on va se retrouver sans doute nos sursauts rapides dont on ne connaît pas encore l'origine. Donc ces rats, ils sont en rouge ici, vous voyez qu'ils sont un tout petit peu plus énergiques en champ magnétique et en période, c'est à peu près comme les pulsars. Alors ensuite arrive le premier sursaut radio rapide qui a été détecté par Duncan Lorimer, toujours dans l'équipe de Virginie. En fait, c'est le mari de Maura McLaughlin, donc il n'y a pas de surprise. Il travaille dans le même sujet et il essaie de regarder dans les archives ce que les radiotélescopes ont trouvé. Donc il y avait quelque chose qui a été détecté en 2001 mais que personne n'avait regardé. Et donc en 2007, il trouve ça, quelque chose qui a une mesure de dispersion très grande. Ça veut dire que la distance est très loin, c'est extragalactique, et qu'il y a un sursaut très fort. Alors si on le met à distance extragalactique, il est encore plus fort de façon intrinsèque. Donc c'est quelque chose qui a des ordres de grandeur plus forts qu'un pulsar ou un rat. Et c'est ça qui est le problème. C'est un des objets les plus puissants si on les met à cette distance-là, extragalactique. Ce que nous dit la mesure de dispersion, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Alors ce sursaut de Lorimer, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, quand on regarde le plan focal du télescope de Parkes en Australie, eh bien, vous voyez les 13 foyers. Et puis ici, on a le petit nuage Magellan. Il se trouve juste à côté. En fait, il a un peu bavé sur les deux autres loyaux, mais il est tellement fort qu'il a un petit peu utilisé 3 faisceaux. Mais enfin, il est ponctuel, hein, de toute façon. Et bon, il n'est pas sur une galaxie, mais en fait, comme vous savez, les petits nuages et les grands nuages Magellan sont en interaction avec la Voie lactée. Donc on a une queue de marée. Il est possible que ce soit une étoile dans la queue de marée qui a de nuages Magellan. Donc on a observé quelque chose de très très fort. Et il n'y a pas eu de répétition, ils ont attendu 90 heures. Rien du tout. Dommage. Mais une grande énergie. Et puis à la même période, alors, les gens étaient très activement en train de chercher des objets radio qui pourraient envoyer des pulses. Et puis, Sarah Burke a détecté ce qu'on appelle les péritons. Alors, dans ces 13 faisceaux du télescope de Parkes, de 64 mètres, il y avait des pulses, mais cette fois-ci étendues partout. Alors ça, ce n'est pas possible, comme je le disais, si c'était une source galactique ou extragalactique, on devrait le voir que dans un seul faisceau, à une seule direction. C'est une source ponctuelle. Là, c'était étendu. Donc, très curieux. Donc, on pense que si c'est étendu, c'est peut-être quelque chose de terrestre, ou alors vient du Soleil. Ça pourrait être un faisceau qui vient du Soleil, ou bien dans l'atmosphère de la foudre, des éclairs, quelque chose. Et on les appelait péritons, hein, quelque chose d'un mythique. On ne sait pas ce que c'est, donc péritons. Bon, mystère. Et cette dispersion, en fait, curieusement, il y a une mesure de dispersion aussi, et qui est très grande. Donc, on n'y croit pas parce que ça ne peut pas être extragalactique, puisque ce n'est pas ponctuel, donc mystère supplémentaire. Donc, en 2010, c'était un peu la confusion. On avait des sursauts comme celui de Lorimer, donc on n'en avait qu'un seul détecté. On avait des péritons, alors que c'était étendu sur tous les lobes, alors que normalement c'est ponctuel, comme les rats. Il y avait une dispersion qui était très grande. Ça ne se répétait pas, alors que les rats se répètent, comme les pulsars.
Là, c'était extragalactique. Là, on se demandait si c'était atmosphérique ou bien un éclair. Et puis, la source inconnue. OK. Et puis, on commence à en trouver encore plus, hein, des sursauts radio rapides. Alors, ces sursauts radio rapides, on les appelle Fast Radio Burst en anglais. Hein, c'est beaucoup plus concis. Donc, on va les appeler FRB, puisque tout le monde les appelle FRB. Donc, voici quelques-uns. Vous voyez, des sursauts qui font 5 millisecondes, 10 millisecondes, même pas. Parfois, c'est double. Et celui-ci, c'est le premier à avoir reçu une répétition. C'est-à-dire qu'on a vu un deuxième sursaut au même endroit. Ça, c'est assez difficile à voir. Et puis, si on fait... on commence à en détecter pas mal, mais dans une petite région. Donc, si on fait une extrapolation à tout le ciel, si on pouvait avoir tout le ciel à un côté, on aurait 7000 FRB par jour. Oups, pardon. 7000 FRB par jour, alors que si on compare à d'autres sursauts, par exemple les sursauts gamma, on a ce qu'on appelle des gamma ray bursts, sursauts gamma, il n'y en a que 1000 dans le ciel par jour, donc c'est beaucoup plus fréquent que les gamma ray bursts. Et puis que les supernovae, vous savez qu'il y a des supernovae qui éclatent après la mort d'une étoile massive, il n'y en a qu'un tous les 1000 ans dans la Voie lactée, donc c'est quand même assez faible. Vous voyez que c'est... Alors 7000, c'est dans toutes les galaxies, hein, donc il faut prendre en compte ça. Mais enfin, ça commence à être très fréquent. Alors là, le mystère des péritons a été résolu entre-temps par Émilie Petrov, qui était une astronome en Australie. Et il s'avère que ces péritons, ça ne se voyait qu'aux heures de bureau, ce qui était un peu suspect. Et ils se sont aperçus que ça venait du micro-ondes des astronomes qui étaient à côté lorsqu'ils... Alors pourquoi? Vous allez me dire, normalement, un micro-ondes, toutes les ondes sont confinées dans le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est des millimètres de longueur d'onde avec des RFI possibles, c'est-à-dire des interférences possibles. Mais alors, il y avait certains astronomes qui ouvraient la porte avant d'éteindre le micro-ondes. Alors, ça fait une impulsion, ça arrête le micro-ondes, il y a une petite impulsion de millisecondes, et c'était ça. Donc, moralité, il faut éteindre le micro-ondes avant d'ouvrir la porte, hein, si vous ne voulez pas. Donc, c'est fini. On ne parle plus de péritons. Tranquille. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux sursauts radio, FRB. Alors, il y en a un qui est dans notre galaxie, un seul. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul dans notre galaxie. C'est cet objet qu'on connaissait depuis un certain temps, qui était aussi un sursaut gamma, X, enfin un peu toutes les longueurs d'onde, et qui provenait d'une supernovae. Alors, cette supernovae, elle a explosé il y a 16 000 ans. Elle est ici, on la voit en rayons X. Elle a explosé, donc quand l'étoile a explosé, une étoile massive, l'enveloppe est éjectée. Et donc on voit l'éjection de l'enveloppe. Là, en rouge, c'est l'émission radiosynchrotron en centimétrique. Un peu comme le crabe, la nébleuse du crabe. Vous avez une nébleuse qui émet en synchrotron. Et il y a le crabe au milieu, qui est une étoile à neutrons, un pulsar. Donc ici, vous avez cette source qui est un FRB. Vous avez aussi tout autour une zone de formation d'étoiles avec un maser OH, qui est une émission cohérente due au choc de la supernovae sur le nuage moléculaire qui a donné lieu à toutes ces étoiles jeunes. Donc cet objet est assez proche, 7 kg par sec dans notre galaxie, et donc ça nous permet de faire beaucoup d'études et de voir un FRB proche, alors que tous les autres sont vraiment extragalactiques. Donc celui-là est très précieux. Donc sa DM est assez faible. Et il y en a un qui s'est répété, donc ça c'est le premier, en 2012. Vous voyez que la nomenclature, c'est que là on met l'année 12, et puis ça c'est le mois de novembre, c'est le 2 novembre. On a le jour à laquelle on l'a observé, il a éclaté. Et en fait, il a un cycle de 160 jours, enfin apparemment jusqu'à aujourd'hui, avec 90 jours actifs où on a vu 20 sursauts. Et puis après, il est silencieux pendant 70 jours. On ne comprend pas pourquoi, mais au moins, il vaut mieux le savoir si on veut observer des sursauts. Donc, il est dans une galaxie bien connue. Et puis, au même moment, il y a eu ce télescope CHIME canadien qui n'était pas là pour détecter des FRB, ses initiales, C, ça veut dire Canada, H1, ça veut dire l'hydrogène atomique, H1, dont l'arrêt est à 21 cm, et leur but était de faire de la cosmologie, de regarder la rayonisation, comme on en a parlé hier déjà, donc regarder l'arrêt de 21 cm d'hydrogène à un Z égale 9 ou 10, donc ça vous fait 2 mètres de longueur d'onde. Donc ils avaient des grands cylindres
fait pour 2 mètres, donc c'est une grille assez espacée, et il regardait un grand champ, presque tout le ciel. Donc, au lieu de détecter de l'hydrogène atomique à grand Z, qu'ils n'ont pas trouvé encore, eh bien, la première année, ils ont détecté 500 FRB. Ces 500 FRB, c'est les points noirs que vous voyez ici. Donc, comme ils voient tout le ciel, ils sont beaucoup plus performants que les autres qui voient une toute petite partie seulement. Et donc, vous voyez qu'ici, nous sommes dans coordonnées galactiques. La galaxie est ici, hein, dans l'équateur, puisque c'est la latitude galactique, ici la longitude. Donc, la galaxie est là. Là, vous avez l'hémisphère nord, que l'on voit sur Terre dans l'hémisphère nord, et ici l'hémisphère sud. Donc, c'est pour ça que les points noirs sont à gauche, et les points jaunes qui sont Parkes en Australie sont vus de l'hémisphère sud. Donc, vous voyez le nombre de FRB, tout d'un coup, si on regarde bien, on en voit des tas. Beaucoup plus que des sursauts gamma ou des supernovae. Alors, on peut faire un petit peu de statistiques, on peut commencer à voir. Alors ici, on a le nombre, un histogramme en fonction de la mesure de dispersion, donc la distance en quelque sorte. On voit qu'il y en a qui sont très distants dans les galaxies extérieures, et puis certains, ceux-là sont dans la Voie lactée, ceux-là sont dans les galaxies. Ici, en fonction de la durée, c'est entre 0,1 à 10 millisecondes, chacun des sursauts, donc très petit. Et puis, les jaunes sont les répéteurs. Vous voyez que les répéteurs, il n'y en a pas beaucoup par rapport à tous les FRB qu'on a détectés. Alors, il y a aussi des sous-structures qui peuvent être intéressantes pour savoir d'où vient cette émission. Les sous-structures, c'est-à-dire que pour le sursaut, il est formé de 3 petits sursauts, en fait. Ici, on a noté le temps d'arrivée en fonction de la fréquence, mais on a dédispersé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la dispersion habituelle. On a corrigé de la dispersion, puisqu'on sait que la dispersion est proportionnelle à la distance, donc on l'a corrigé. Alors, ce qu'on voit, c'est que le premier sursaut arrive plus tôt, puis ensuite plus tard, parce qu'ils sont à plus basse fréquence. Donc, les plus basses fréquences arrivent plus tard, ici aussi. Et puis, alors on a détecté Arecibo qui maintenant est fermé, mais avec Chine. Et on a de ces durées de... Alors, cet effet où les fréquences sont basses arrive plus tard, c'est ce qu'on appelle l'effet du trombone triste. Hein. Vous avez un trombone qui commence avec une ouh, ça c'est très triste, si on peut dire. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va nous donner le mécanisme d'émission de ces FRB. On va voir tout à l'heure dans les théories que certains prédisent un trombone ouh, et puis d'autres qui descendent. Donc ça c'est important à savoir qu'on a des fréquences qui tombent. Alors, on a aussi, on peut observer ces FRB à beaucoup de fréquences. Donc, on a maintenant une recrudescence de télescopes à très basse fréquence, métriques et même au-delà. Par exemple, on a l'OFAR. L'OFAR, c'est un arrêt de télescope qui est centré aux Pays-Bas. L'essentiel est payé par les Pays-Bas, d'ailleurs. Et puis ensuite, on a des stations LOFAR dans toute l'Europe. Il y en a une à Nancy en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, en Pologne, etc. Ça permet de faire de l'interférométrie à très longue base. Et donc, on a beaucoup de résolution. Donc, l'OFAR, c'est un précurseur aussi de SKA. SKA, ça veut dire Square Kilometer Array. Ça veut dire un télescope d'1 km² de surface ou bien 1 million de mètres carrés, si vous voulez. Donc, ce sera un télescope qui est en train d'être construit en Australie et en Afrique du Sud. Et on aura des bases très grandes. On pourra faire de l'interférométrie avec beaucoup de résolution. Donc, ça, l'OFAR est un précurseur, de même que MIRCAT en Afrique du Sud et ASCAP en Australie. Et donc, ces télescopes commencent à détecter aussi des FRB. Donc, ici, on en a avec une fréquence de 2 mètres, hein, je crois, à détecter 18 sursauts, par exemple, de celui-là, qui est un répéteur. Et évidemment, comme c'est à beaucoup plus basse fréquence, ils arrivent plus tard. Ça permet d'avoir une plus grande dynamique en temps d'arrivée. Alors, par exemple, celui-ci, donc 2018, il a été détecté en 2018, en septembre, le 16 septembre. Hein. Et ici, vous avez des points qui sont détectés par CHIME en vert. En orange, c'est un télescope indien qui travaille aux longueurs d'onde métriques. Et puis l'OFAR en bleu. Et ici, l'arrivée, alors il y a quand même des cycles de 16,3 jours, on a remarqué. Ce n'est pas complètement au hasard. Celui-ci, il se répète. Et puis, ce qui est à très très basse fréquence arrive bien plus tard, ils arrivent 3 jours plus tard. Donc vous voyez que la dispersion, c'est quand même important.
il faut se coordonner entre télescopes pour savoir quel est le FRB, à quel ça correspond. Et ce sursaut FRB a été trouvé dans une galaxie, en dehors, en fait, un petit peu dans la bras spirale d'une galaxie. On ne sait pas trop pourquoi. Sans doute, il se forme beaucoup d'étoiles dans cette région. On a fait un spectre optique, on a beaucoup d'H-alpha, ça veut dire qu'il y a un sursaut de formation d'étoiles. Et c'est probablement ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'étoiles jeunes. Vous savez que les supernovae d'étoiles massives, ça explose 10 millions d'années après, c'est pas beaucoup. Et donc, on a besoin d'étoiles jeunes parce que le champ magnétique est beaucoup plus fort lorsque l'étoile est jeune, le pulsar est jeune. Le champ magnétique décroît ensuite, perd de l'énergie. Donc, on a besoin de régions de formation d'étoiles. Donc, ça correspond à peu près à ça. Et la région de formation d'étoiles, elle est ici, un petit peu en dehors de la galaxie. C'est une galaxie qui a la même masse que la Voie lactée, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, on les a toutes les longueurs d'onde. Donc, on a les longueurs d'onde de basse, radio, optique. On peut en avoir aussi en X et en gamma. On a vu avec le FRB qui est dans notre galaxie. On a celui-ci, justement, SGR. Alors, pourquoi S? Parce que c'était un gamma ray, en fait, GR, mais soft. Ça veut dire qu'il y a des X qui ne sont pas durs, mais mous, des X mous. Donc, celui-ci était déjà vu en X et en gamma avant d'avoir été vu en FRB. Donc, on a vraiment toutes les longueurs d'onde. Et on peut penser qu'il y a peut-être, un peu comme dans le Soleil, vous avez des parties du Soleil qui s'en vont, hein, qui déchargent des particules. C'est une très faible partie. Hein. Le Soleil, même en 10 milliards d'années, ne va perdre une quantité négligeable de masse. Mais quand même, ces parties, les parties qui s'en vont, on le reçoit sur Terre, ça peut faire 1 tonne par seconde. Hein. Chose comme ça. Donc il y a quand même pas mal de matériel qui sort. Et c'est possible que ce soit un peu ce phénomène-là. Et surtout, on pense que les énormes énergies que l'on détecte dans ces FRB, c'est peut-être dû au fait que ce n'est pas isotrope, mais c'est seulement dans une petite fraction angulaire. Un peu comme le pulsar, l'étoile à neutrons, c'est seulement sur les pôles qu'elle émet son phare. Et lorsque ça tourne, on voit ce phare pulser envers vous. Donc là, c'est le phénomène, on ne sait pas exactement de combien est le lobe qui émet. Est-ce qu'il émet dans toutes les directions ou pas? Ça, c'est encore un mystère. Alors voici un petit peu comment on peut comparer ce qu'on connaît, les pulsars, dans un diagramme durée et luminosité intrinsèque. Vous voyez que les pulsars et les FRB, c'est à peu près la même durée du pulse, c'est le milliseconde, 10-3 secondes, ici. Les pulsars et les rats sont là. Ici, on a les FRB. Et en luminosité intrinsèque, vous voyez, c'est 15 ordres de grandeur. 15, 10 puissance 15 fois plus qu'un pulsar. Parce qu'ils sont dans les galaxies extérieures, très loin. Si on les met en fluence, ça c'est différent, c'est le flux qu'on reçoit, nous, sur Terre, et on n'a pas corrigé de la distance. Alors évidemment, celui qui est le plus fort en fluence, c'est-à-dire en flux multiplié par le temps de millisecondes, c'est le FRB qui est dans notre galaxie, il est très proche, donc il nous donne un flux assez grand. Mais ensuite, là, vous avez en diagonale les luminosités intrinsèques. Évidemment, les FRB sont tous là, ils sont plus brillants. Vous avez le crabe, le pulsar, là. Donc là, si on prend en luminosité intrinsèque, on a ce phénomène-là. Et puis ensuite, dans les grandes durées, on a aussi des noyaux actifs de galaxies, donc des quasars, qui sont encore un peu plus forts que le FRB. Vous voyez, le FRB, c'est au niveau des quasars, en fait. Mais ce n'est pas du tout la même durée. Le pulse, c'est millisecondes, alors que les quasars, ça peut être des heures et des jours. Vous avez des variabilités beaucoup plus grandes. Donc, au total, en fluence, ce sera plus grand parce que le quasar, il émet beaucoup plus longtemps. Enfin, il a à peu près les mêmes, même un peu plus, les AGN, les mêmes que le FRB. Les supernovae et les gamma-ray bursts sont là. Donc ça vous donne une petite idée de la place des FRB dans l'énergie qui est émise par les astres. Et puis, ces bursts sont quand même très surprenants car ils sont d'une très grande diversité. Vous avez parfois des sursauts qui font 15 millions de Jansky et d'autres qui font 10 Jansky. Donc on peut avoir des sursauts de millions de fois plus. Pour le nôtre, là, celui qui est dans la galaxie, ça peut s'étaler sur 7 ordres de grandeur. Ça, on ne comprend pas très bien non plus. Ça, on peut le savoir parce que justement, il est proche et on peut détecter les plus faibles. Et sans doute, ça doit se passer aussi pour les extragalactiques. Et ici, vous avez aussi la polarisation. Parfois, ce n'est pas polarisé. Ici, vous avez le flux total et puis les polarisations linéaires ou pas. Et parfois, c'est polarisé.
Donc tout ça, c'est des données qu'on va engranger, mais qu'on ne sait pas encore expliquer. Alors celui-là, justement, le FRB qu'on a bien étudié, on sait qu'il est au milieu d'une zone de formation d'étoiles. Il y a beaucoup de nuages moléculaires. Ici, ce que vous voyez en bleu, c'est justement le gaz qu'on a détecté dans l'arrêt de CO. Le CO est un traceur de la molécule H2, et on a énormément de gaz moléculaires qui forment de nouvelles étoiles. Donc c'est certainement une étoile qui vient, enfin, il y a 16 000 ans, hein, elle s'est formée, elle a explosé, et puis elle a éjecté son enveloppe. En bleu, ce que vous voyez, c'est tout le gaz moléculaire qui forme des étoiles, et le maser qui est un traceur de choc. On a aussi cette galaxie qui a été identifiée comme lieu de FRB, qui est assez proche, hein, qui est NGC 3252, donc à 20 mégaparsecs. Et on a voulu savoir pourquoi il y avait des FRB là-dedans, mais ce n'est pas facile. Hein. Quand on regarde bien, on voit que c'est peut-être un starburst. Donc à nouveau, on a regardé toute la fréquence UV, optique, infrarouge. Ici, on a, c'est justement la suie, les pH, les poussières dans le proche infrarouge ici. Et puis, on a un starburst qui est justement cette bosse, qui est la poussière chauffée par les nouvelles étoiles, qui est vue par le satellite Herschel à 100 microns de longueur d'onde. Donc, on a la preuve que dans cette galaxie, le FRB correspond à un starburst aussi. Toujours un sursaut de formation d'étoiles qui correspond à l'explosion de supernovae et qui forment des magnétars. Donc peut-être c'est un indice que l'FRB doit naître dans les starbursts. Donc vous avez maintenant un site web qui catalogue tout ce qu'on a observé. Il y en a maintenant des milliers, mais en tout cas sur les galaxies hautes qui ont été identifiées, et puis les répéteurs. On a beau avoir des milliers de FRB, il n'y a que 29 répéteurs seulement. Et des galaxies hautes, il y en a aussi quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc ils sont vraiment catalogués. Si on pouvait observer tout le ciel tout le temps, parce qu'en fait il faut être là et être présent lorsqu'il y a un sursaut, à ce moment-là on pense que peut-être il y aurait 50% de répéteurs, mais ce n'est pas sûr. Et on essaie d'avoir avec l'intelligence artificielle une distinction entre les différents bursts pour savoir s'il y a plusieurs sortes de bursts ou pas. Pour l'instant on n'a pas encore assez de statistiques. Alors pourquoi il n'y en a qu'un dans notre galaxie? Eh bien, ça peut s'expliquer. Parce que nous sommes là, le Soleil, et on pense que uniquement ce qui est proche du Soleil peut être détecté. Pourquoi? Parce que notre galaxie, on est par la tranche, on voit la galaxie par la tranche. Donc s'il y avait un FRB ici, il traverserait une grande quantité de matière avec beaucoup de densité électronique. À ce moment-là, il y aurait beaucoup de dispersion et on ne le verrait plus, ce sursaut. Donc, on doit voir des sursauts uniquement dans cette partie-là. Hein, c'est ce qu'on montre ici, par exemple. On va essayer de savoir les FRB qui sont observables et ceux qu'on ne pourra jamais observer parce qu'ils seront tellement étalés qu'il n'y aura plus assez de signature bruit. Donc, s'ils peuvent étaler supérieurs à 100 millisecondes, on ne les verra pas. Donc, c'est tous ces sursauts qui sont derrière le centre galactique et qu'on ne verra pas. C'est pour ça qu'on n'en voit qu'un. Enfin, on pense que c'est pour ça qu'on n'en voit qu'un. Et en plus, on est mal placé dans la Voie lactée parce que nous sommes au nord, ici, pour l'instant. Le CHIME était au nord, celui qui en a détecté le plus. Or, on pense que ici, c'est l'hémisphère nord, comme on voit, et ici, l'hémisphère sud. Et le centre de la galaxie est dans l'hémisphère sud. Et tous les FRB devraient être là. Donc, il faudrait qu'on ait, justement, et avec le SKA, ça va être dans le futur, on va sans doute détecter énormément plus dans la Voie lactée, enfin on espère, parce qu'ils doivent se trouver au sud. Alors que nous sommes au nord, ici, avec les instruments les plus importants. Donc, les perspectives, on voit qu'avec SKA, dont j'ai déjà mentionné, qui fonctionne à basse fréquence et à moyenne fréquence, on pourrait localiser précisément avec justement ces interférométries à grande base au moins 100 FRB par an. On pourra en détecter beaucoup plus, mais en localiser dans les galaxies. Déjà, avec CHIME au nord et puis ASCAP au sud, on en voit quand même pas mal. Et on pourra donc trouver les répéteurs et les localisations. Donc, pour les perspectives,
Je cite tout ça dans l'hémisphère nord, et puis SCA dans l'hémisphère sud, en Australie. Alors, ce que vous avez en Afrique du Sud, ce sont ces télescopes-là, qui sont déjà, vous en avez 64, il y en aura à peu près 200. Et puis dans l'hémisphère sud, en Australie, vous avez aussi les dipôles, il y en aura 132 000. Donc on aura de quoi détecter. Alors, je voulais signaler aussi que récemment, Maura McLaughlin, Duncan Loner et Matthew Byler, les découvreurs de FRB, ont été primés en 2023 par le Shaw Prize. Donc c'est un grand prix. Ce qui montre qu'on s'aperçoit que c'est quand même sans doute très intéressant, c'est FRB. Alors maintenant, je passe à la théorie. Je pense que j'ai à peu près le temps, oui. On va essayer de savoir comment les observations nous contraignent pour savoir ce que c'est. Alors on va voir qu'ils sont très puissants, ils ont une très forte température de brillance, et ça va nous donner une contrainte énorme sur le mode de rayonnement, donc un rayonnement cohérent. Donc je vais expliquer ça. On va voir que, vu que c'est des pulses très petits, ça veut dire que la taille émettrice est très petite. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une région émettrice qui fait, mettons, 1 jour-lumière, vous pourrez avoir des variations que d'1 jour-lumière et pas moins. Parce que s'il y a un sursaut dans cet objet, vous voyez que toutes les régions de l'objet vont s'annuler pour des fréquences inférieures au jour-lumière. Donc ici, si vous avez des sursauts très petits, ça veut dire que la région émettrice, elle fait moins que 5 millisecondes de lumière. Il faut qu'elle soit très petite. Donc c'est vraiment des objets très compacts, comme étoiles à neutrons ou trous noirs. Alors on ne sait toujours pas si il y en a qui détruisent l'objet qui est en cours, détruisent la source, comme une supernova détruit sa source, ou alors si c'est juste, comme les FRB à répétition, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, est-ce que c'est un magnétar qui émet des choses mais il n'est jamais détruit? Donc ça, c'est encore une question. Alors voici les propositions qui ont été faites depuis le début. Alors évidemment, quelques extraterrestres, évidemment, c'est la même chose que pour les pulsars, les petits hommes verts. Très vite, ça a disparu, j'espère, heureusement. Il y avait aussi une proposition qu'il y avait une grande dispersion parce que finalement, il y avait une enveloppe d'électrons autour de l'objet, ce qui fait que ça nous faisait croire qu'ils étaient très loin, mais ils étaient très proches. Ça, c'est une hypothèse de Loeb et al., puisque la dispersion, c'est en n. Si vous avez une enveloppe d'électrons, vous avez l'impression qu'il a traversé beaucoup d'électrons. En fait, c'était autour. En fait, ça n'a pas tenu du tout, donc c'est vraiment extragalactique. D'ailleurs, on les voit dans les galaxies maintenant. Donc ça, c'était éliminé. Maintenant, il reste ça quand même. Est-ce que c'est cataclysmique, c'est-à-dire un objet qui se détruit ou pas? C'est toujours en cours. Et puis, les magnétars, toujours en cours. Alors, pour le mécanisme d'émission, on va discuter de ce diagramme qui est très inspirant, je pense. Vous avez ici la luminosité de l'objet intrinsèque. Et ici, la fréquence fois la durée. Mais la fréquence, ce qui veut dire que si vous avez... Et puis ici, vous avez les températures de brillance. Parce que pour un corps noir qui émet, avec la formule de Planck, vous savez qu'à basse fréquence, vous pouvez prendre la partie disons approchée qui est Rayleigh-Jeans. Pardon. Donc ce Rayleigh-Jeans, c'est la luminosité est en nu2t, c'est la formule de Planck, mais pour les basses fréquences. Donc ici, vous avez nu2 et la température de brillance du corps. Imaginez un corps noir avec une température de brillance. Donc ici, comme vous avez la fréquence, nu2, ici en log, donc vous avez des lignes qui vous donnent la température de brillance correspondante, la température T. Et donc vous avez des températures de brillance énormes. Et on sait qu'au-delà de 10 puissance 12 K, vous ne pouvez pas avoir un corps noir thermique, une source thermique de photons, avec des photons qui émettent dans tous les sens, qui ne sont pas cohérents, c'est comme quelque chose de thermique, une boule, un corps noir, un four, si vous voulez. Il y a des photons qui ne sont pas cohérents. Au-delà de 10 puissance 12, il va s'absorber lui-même, saturer, et on ne peut pas avoir de corps noir thermique au-delà de 10 puissance 12. Donc tout ce qui est étoiles et tout ça, c'est en bas, à droite en bas. Donc là, on est dans la zone où vous avez besoin d'émissions cohérentes. Cohérente, ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, un laser. Le laser que j'utilise ici, il n'est pas très puissant celui-là, mais vous avez des lasers très puissants
qui sont puissants. Pourquoi? Parce que les photons sont cohérents. On les a stimulés pour que tous les atomes démarrent en phase. Ils sont en phase et ne se détruisent pas. Il n'y a pas d'interférence destructive. C'est comme une foule qui est en ville. Vous voyez une foule, les gens vont dans tous les sens. Et vous avez une armée qui marche au pas. Ils sont tous en phase. Donc c'est ça l'émission cohérente et pas cohérente. Donc ici, on doit avoir une émission cohérente, ça on est sûr, surtout pour 10 puissance 36 ou 10 puissance 24 Kelvin. Ça, c'est le cas pour les pulsars, mais aussi les FRB qui sont là-haut, et le crabe, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut être comme émission non thermique et cohérente? Alors, il y a, par exemple, l'émission synchrotron. Ces émissions synchrotron, c'est celle d'électrons relativistes qui émettent un rayonnement radio, mais ça peut être aussi optique, X, gamma. Synchrotron, ça veut dire que c'est très relativiste. La vitesse est presque égale à C. Donc cet électron va émettre des photons dans la direction de son mouvement et avec un boost relativiste vers l'avant. Et c'est ça l'émission synchrotron. Mais ce n'est pas forcément cohérent parce que les électrons ne sont pas tous en phase. Enfin, en tout cas, c'est non thermique. Et dès qu'on dépasse 10 puissance 12 K de température, il y a une catastrophe. Il y a une Compton inverse sur le rayonnement, c'est-à-dire que l'électron interagit sur son photon et donne l'énergie au photon, etc. Donc ça sature. On ne peut pas avoir plus que 10 puissance 12 K avec l'émission synchrotron, qui n'est pas thermique. Donc ça ne marche pas, sauf si vous mettez en phase tous les électrons. Et ça, faut le savoir, il faut avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va être... Voilà, j'ai un petit peu écrit le principe, hein, l'émission incohérente. Vous avez des photons qui arrivent. Vous voyez, ils ne sont pas en phase, donc il y en a un qui est en plus, moins, et ça va se canceller, en fait, ça va s'éliminer. Alors que s'ils sont cohérents, ils sont exactement en phase, et la somme va être beaucoup plus forte. Hein. Si vous avez N émetteurs, N sources d'émission, l'énergie thermique, ça va être proportionnel à N, alors que si vous avez toutes en phase, on déclenche l'émission, une émission stimulée, et bien vous avez une énergie qui est un N au carré. C'est beaucoup plus fort. Donc c'est ça qui va permettre l'émission cohérente. Alors cohérente, justement, si on a, comme pour un pulsar ici, on a un champ magnétique très fort, on voit qu'il y a plein de particules qui sont en train de bouger sur le champ magnétique. Elles vont créer un champ électrique qui va ensuite amplifier et accélérer les particules. Et on a ce qu'on appelle une émission de courbure. Ces électrons relativistes vont être tous en phase. Et donc on a une émission de courbure cohérente. Et ça, c'est un mécanisme qui va marcher, qui marche par exemple pour les pulsars et peut-être pour les FRB. Alors voici la puissance cohérente qu'on pourrait avoir. Ici, vous avez un diagramme qui vous montre l'énergie. Vous voyez que les pulsars ont moins d'énergie, les RAT, le SRB qui est un petit peu moins fort que les FRB. Et puis, vous avez le champ magnétique. Et pour une durée de pulse de 3 secondes, 0,1 seconde, ici, c'est un peu le domaine qui nous intéresse. Vous voyez que pour les FRB, il nous faut des champs magnétiques très forts, des puissances 14. C'est pour ça qu'on parle de magnétars. Les pulsars ne suffisent pas. Enfin, ils suffisent pour les pulsars, mais pas pour les magnétars. Pas pour les FRB. Il faut des magnétars pour les FRB. Donc c'est ce mécanisme-là qu'on pense être assez probable pour expliquer les FRB. Alors il y a d'autres propositions. Hein. Je vais essayer d'en faire un bref liste ici. Vous avez 4 propositions qui étaient destructives, c'est-à-dire l'effondrement d'une étoile à neutrons, le blizzard, ça a tenu un moment, je ne sais pas si ça tient encore, on va voir, et puis la fusion de deux étoiles à neutrons. La fusion de l'étoile à neutrons, ça, on sait que ça forme un sursaut gamma qui a été vu en corrélation avec des ondes gravitationnelles. On sait que ça, c'est vraiment un sursaut gamma. Donc pourquoi pas un FRB aussi, ou deux naines blanches, ou une supernovae, l'évaporation. Tout ça, ça ne fonctionne qu'une fois, c'est un seul coup. Et par contre, les sursauts de magnétars, les pulses d'étoiles ou les collisions, enfin ça c'est un petit peu fantasmagorique, mais ça n'existe pas, mais ça a été mis dans la littérature. Mais au moins les 2 premiers, là, certainement, pour les répéteurs en tout cas, c'est ça qu'il nous faut. Alors le blizzard, qu'est-ce que c'est? Vous avez une étoile à neutrons qui vient de se former, qui vient de se concentrer après explosion de son étoile parente, et qui tourne très 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 vite. Mais elle est à la limite de masse entre le trou noir et l'étoile à neutrons. Donc ce qui la fait tenir en tant qu'étoile à neutrons, c'est sa vitesse très rapide. Donc il y a une force centrifuge qui lui évite de tomber en trou noir.
Alors évidemment, s'il y a un champ magnétique très fort, on voit que ça va ralentir la rotation et de peu à peu, il va y avoir beaucoup moins de force centrifuge et elle va s'effondrer en trou noir. Et c'est ça qu'on voit ici, c'est la limite de stabilité d'une étoile à neutrons très rapide qui ne tient que par la force centrifuge et puis ensuite qui, une fois qu'elle a beaucoup moins de rotation, elle va s'effondrer en trou noir. Et donc c'est cet effondrement qu'on appelle bizarre et qui pourrait faire un FRB. Bon. Possible encore, une des possibilités. Et puis les mécanismes de rayonnement, donc quelques autres rayonnements de courbure que j'ai bien décrits d'ailleurs dans la slide précédente. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais il y a aussi le rayonnement Maser-synchrotron. J'avais dit que le synchrotron tout seul n'était pas assez cohérent, mais on peut avoir un déclenchement, une stimulation de synchrotron qu'on appelle Maser-synchrotron dans des chocs ultra-relativistes magnétisés. Et donc ça pourrait être aussi un moyen d'avoir une émission cohérente qui explique les FRB. Alors, par exemple, ici, une petite illustration de ce modèle Maser-synchrotron. On a une magnétar qui a un sursaut qui émet une certaine quantité de particules chargées. Ici, de toute façon, elle tourne très vite, donc il y a bien un petit peu de perte de masse. Et puis, elle a éjecté déjà un petit peu de masse, donc on a des vieux débris ici. Et lorsque cette nouvelle éjection qui va plus vite rencontre l'ancienne, vous avez un choc qui fait un choc très important et donc qui stimule ces émissions synchrotrons au même moment. Donc on a une cohérence ici. Et c'est pour ça que cette onde de choc émet ces électrons cohérents et ce Maser-synchrotron-là. Et en plus, on prédit quelque chose où la fréquence décroît avec le temps. Donc on a le trombone triste. Donc ça, c'est parfait. Et puis, c'est ce qu'on voit ici, en fonction du temps. Le temps va ici, la fréquence là. On commence par cette fréquence et puis ensuite, on va de plus en plus à basse fréquence. Donc ça explique un peu les observations. Donc ça, c'est un bon système. Et puis, le magnétar, alors voilà ce qu'on peut aussi envisager. Hein, ce fameux magnétar qui est dans notre galaxie, le SGR. Eh bien, certains ont imaginé qu'il y avait un craquement de la croûte, des tremblements de terre là, sur la croûte de l'étoile à neutrons. Alors, il faut bien savoir que l'intérieur de l'étoile à neutrons est mal connu. On pense qu'il y a une purée de quarks très, très comprimée. On ne sait pas du tout quelle est l'équation d'état de cette matière, s'il peut y avoir des réorganisations de la matière, des tremblements de terre, etc. Donc c'est possible que ce soit aussi une façon d'expliquer ça. En fait, on pense qu'il n'y a pas assez de magnétar pour expliquer tous les FRB. Donc le magnétar est un bon candidat pour expliquer ça, mais il n'y en a pas assez pour tous les FRB qu'on trouve. Donc il faut trouver au moins 2 mécanismes. Alors ici, l'émission de courbure cohérente, j'ai fait un petit schéma, mais ce petit schéma montre bien qu'on peut avoir des paquets et puis des sursauts. On a vu qu'il y avait des sursauts à plusieurs structures, 1, 2, 3, avec une qui était plus basse. Là, ça marche bien, cette courbure cohérente. Je l'ai réillustré ici, où on a la comparaison avec les observations qui ne marchent pas trop mal. Je n'ai pas le temps d'arriver dans les détails. Et puis, il y en a certains quand même avec ce mécanisme qui ont une fréquence qui augmente avec le temps et non pas une dérive vers le bas. Mais c'est assez rare et c'est pour les pulses qui sont un peu plus longs que 5 millisecondes, donc ce n'est pas forcément un problème pour le mécanisme. Et puis, il y a aussi certains mécanismes qui sont cohérents grâce aux ondes d'Alben, qui sont les ondes du champ magnétique. Ça a été proposé aussi, c'est encore possible. Et ça montre aussi une fréquence qui décroît. Donc tout ça, c'est des candidats valables pour expliquer. Je résume le mécanisme. Ok, je n'ai pas le temps de rentrer encore en plus en détail. Alors, il y a quelque chose qu'on a détecté avec beaucoup plus de statistiques dans ce répéteur, FRB 121102. On a détecté aujourd'hui 1652 bursts. C'est énorme. Il y en a, en 1 heure, on a détecté 122. Tout d'un coup, il s'est réveillé, il a fait des tas de sursauts. Et on a pu, donc quand on a plus de statistiques, on peut détecter peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant. Et c'est ce qu'on voit ici. En fonction de l'énergie et du temps, on a une bimodalité entre deux pics ici en énergie. Une énergie plus haute, une énergie plus basse. Et quand on regarde, il se peut qu'il y ait 2 mécanismes, puisque les pics, les sursauts à énergie plus faible
cette gaussienne, là, c'est à peu près stochastique, alors que ceux à énergie plus forte sont une loi de puissance. Donc il semblerait qu'il y ait deux mécanismes différents, parce qu'on ne peut pas expliquer ça avec le même mécanisme. Donc ça va encore donner du grain à moudre pour les théoriciens. Donc on a ces deux distributions. Enfin, donc je résume ce qu'on peut tirer de tout ça. On est encore en train de chercher le vrai mécanisme. Peut-être qu'il y en a deux ou trois. Donc un grand nombre de sursauts qui sont observés. On en aura beaucoup plus dans le futur, donc on pourra encore affiner le modèle. Il pourrait exister plusieurs mécanismes, donc soit un cataclysme comme le blizzard, ou alors des répéteurs avec un magnétar. Et ce sont un mécanisme de rayonnement cohérent, soit maser synchrotron, soit rayonnement courbure. Et avec le magnétar dans la Voie lactée, on apprend encore plus. Il y en a un qui est aussi assez proche, qui est dans la galaxie Messier 81 à 3 mégaparsecs, et qui est dans une population vieille, celle-là. Alors là, c'est un peu différent des starbursts dont je parlais tout à l'heure, mais celui-ci pourrait nous renseigner aussi. Donc je vous remercie.